Bonjour, je suis le Dr Claude Garceau de l'UCPQ et bienvenue à cette deuxième partie sur l'embolie pulmonaire, sur ce cours destiné aux professionnels de la santé. Donc, dans la première partie, on a vu la clinique, les facteurs de risque, on a vu la pathophysiologie de l'embolie pulmonaire, les moyens de diagnostic, les outils qui nous permettent, le score de Wells qui nous permet d'évaluer la probabilité pré-test, la valeur du CT, de la scintigraphie, l'utilité de l'échographie et des NT-proBNP et de la troponine. Maintenant, parlons du traitement. Donc, quand le patient arrive à l'urgence, l'oxygène peut faire, surtout chez les patients instables, peut faire partie du traitement. Il faut savoir que lorsque le patient a un shunt droit-gauche amené par l'embolie pulmonaire, il est possible que vous donniez de l'oxygène et que vous ne voyez pas beaucoup d'augmentation de la saturation en oxygène à cause du shunt droit-gauche. L'intubation, si on a un patient intubé, un patient qui est instable hémodynamiquement, il faut savoir que lors de l'intubation, il y a des dangers. On peut provoquer de l'hypotension. Ces patients-là ont une défaillance droite qui amène une défaillance gauche et il faut vraiment limiter le PEEP, la pression en fin d'expiration lors de l'intubation et lors de la ventilation pour diminuer le risque d'hypotension. Donc, si le patient a vraiment une insuffisance ventricule droit qui est en choc à l'urgence, première chose, c'est d'essayer prudemment d'optimiser le volume. On peut donner un test de salin de 500 cc entre 15 à 30 minutes, surtout quand la tension dans la veine cave est inférieure ou qu'à l'échographie, on voit une veine cave qui n'est pas turgescente. Le danger de donner du salin ou des bolus de liquide en embolie pulmonaire, c'est d'augmenter la dilatation du ventricule droit et donc de diminuer le débit cardiaque gauche chez ces patients. On sait que le ventricule droit peut bomber dans la cavité gauche. Donc, on peut l'utiliser dans certaines circonstances. Quand la tension est trop basse, le patient est instable, on peut utiliser des vasopresseurs. Ce qui est favorisé dans la littérature, c'est la noradrénaline en perfusion pour remonter les pressions artérielles. Et il existe toujours le support circulatoire, le fameux ECMO. Malheureusement, l'ECMO n'est disponible que dans les centres très spécialisés, les centres tertiaires seulement, mais peut sauver le patient ou donner un support pendant la période critique. Quelques mots sur la réanimation. Vous êtes à l'urgence, vous avez décidé de faire des massages cardiaques et des manœuvres de réanimation. Si vous avez thrombolysé le patient, vous devez continuer les massages pendant 60 à 90 minutes avant d'abandonner parce que l'effet de la thrombolyse peut prendre cette période de temps avant d'amener une amélioration hémodynamique de notre patient. Donc, ce qui est recommandé dans le guidelines européen et les guidelines récents sur la prise en charge à l'urgence des embolies avec instabilité hémodynamique et réanimation. Prenons maintenant rapidement d'anticoagulation. Il y a plusieurs traitements. Il y a le traitement classique qui était l'héparine à faible poids moléculaire et le Coumadin. Vous avez le traitement solo qui est héparine fourmoléculaire suivi de rivaroxaban ou apixaban ou rivaroxaban ou apixaban ou un autre NOAC directement. Et vous avez le traitement en séquence héparine fourmoléculaire couplé avec edoxaban et daquibatran. Ces deux anticoagulants oraux directs doivent nécessairement avoir un traitement de 5 jours d'héparine à faible poids moléculaire, qu'elles ne sont pas indiquées en monothérapie comme le rivaroxaban ou l'apixaban. L'héparine intraveineuse, il y a encore une place en 2020 à l'urgence ou à l'ordre d'hospitalisation. Surtout si un patient qui a un risque hémorragique élevé, bien évidemment, on va privilégier une solution qui peut être renversée rapidement de l'héparine intraveineuse. Si on envisage de faire la thrombolyse. Dans les cas d'insuffisance rénale très sévère ou en obésité sévère, bien, on va favoriser plus l'héparine à faible poids moléculaire et le Coumadin. On sait maintenant que l'apixaban et le rivaroxaban sont indiqués pour les débits de filtration glomulaire entre 15 et 30 cc minutes. Il y a certaines données qui sous-tendent leur utilisation dans ce contexte.
Et maintenant, on sait que les anticoagulants oraux directs sont possibles jusqu'à des poids de 150 kg. L'avantage des anticoagulants oraux directs, ça a vraiment révolutionné le traitement de l'embolie pulmonaire, c'est que ça a une efficacité qui est immédiate. On n'a pas de nécessité de monitorage ou de monitoring. Et ce qui a été bien démontré par plusieurs études, c'est que par rapport à l'héparine de faible poids moléculaire suivie de Coumadin, les NOAC, on assiste chez nos patients à une diminution de l'incidence des saignements sévères ou des saignements intracrâniens. Parlons maintenant du traitement de reperfusion de l'embolie pulmonaire. Alors, lorsque le patient a une instabilité hémodynamique importante, lorsque le patient est en choc, en fait, on devrait penser à la thrombolyse. Lorsque le patient a une probabilité moyenne et une dysfonction du ventriculaire droit et des troponines positives, dans certains cas, chez les patients jeunes, entre autres avec un risque de saignement faible, il peut être indiqué de faire de la thrombolyse, mais pas dans tous les cas. Donc, il faut savoir que le traitement de reperfusion est plus efficace s'il est donné en moins de 48 heures de l'embolie, mais il conserve une efficacité moindre, mais qui est encore là moindre, entre 6 et 14 jours du début de l'embolie pulmonaire. Donc, dans le contexte québécois ou canadien, ce qui est donné surtout maintenant, c'est le RTPA. Un RTPA qui se donne à 100 mg en 2 heures, suivi d'une perfusion 0,6 mg par kilo en 15 minutes, avec une dose maximale de 50 mg. Donc, c'est un peu ce qui se donne en contexte. Je ne prétends pas faire de vous des spécialistes de la thrombolyse, mais il faut savoir quand même les contre-indications de la thrombolyse avant d'y penser. D'abord, celles qui sont absolues, le patient qui a fait un ACV hémorragique récent, un AVC de moins de 6 mois, un cancer cérébral, une métastase cérébrale, la présence d'un traumatisme majeur, une chirurgie ou un traumatisme crânien dans les 3 semaines précédentes, une diathèse hémorragique ou un saignement actif. Donc, on ne devrait pas faire de thrombolyse dans ces cas-là. Les contre-indications relatives, un ICT dans les 6 derniers mois, la présence d'une anticoagulation orale, la patiente qui est en grossesse ou en première semaine postpartum, la patiente qui a des sites de ponction non compressibles, le patient qui vient d'avoir une tentative prolongée de réanimation, surtout s'il semble avoir été traumatique, le patient qui a une hypertension réfractaire, malgré les traitements, le patient qui a une cirrhose ou une maladie hépatique sévère, la présence d'une endocardite ou un ulcère peptique actif qui n'est pas traité adéquatement. On peut penser aussi, dans certains cas qui ne sont pas admissibles à la thrombolyse, on peut penser à la thrombectomie. La thrombectomie se fait de façon chirurgicale à l'aide de cathéters et donc est réservée en centre tertiaire. La thrombectomie va être effectuée surtout chez les patients instables avec un échec de thrombolyse ou une contre-indication à la thrombolyse, qu'elle soit systémique ou par cathéter. Vous voyez ici l'efficacité d'une thrombolyse chez un patient. Alors, normalement, vous avez l'ESC en 2019 a publié ses recommandations et il est recommandé maintenant avec une recommandation de classe 1, donc vert, d'anticoaguler les patients avec de l'héparine de faible poids moléculaire sans délai chez les patients qui ont un risque élevé d'embolie pulmonaire. Donc, on va donner tout de suite du Fragmin ou d'autres héparines de faible poids moléculaire si on n'est pas capable d'avoir de diagnostic rapide. La thrombolyse aussi est recommandée chez les patients en choc hémodynamique ou les patients à haut risque de décès avec embolie pulmonaire. L'embolectomie va être recommandée chez les patients avec un haut risque d'embolie pulmonaire chez qui la thrombolyse est contre-indiquée ou a eu un échec. On devrait utiliser la noradrénaline ou la dobutamine chez les patients qui ont de l'hypotension persistante et qui ont de hauts risques d'embolie pulmonaire. Donc, vous voyez un peu les nouvelles recommandations de traitement. Parlons maintenant du filtre dans la veine cave. Il y a une vingtaine d'années, on installait beaucoup de filtres, on s'en installe beaucoup moins.
Si jamais vous avez installé un fil dans la veine cave pour empêcher d'autres embolies pulmonaires parce que votre patient ne peut recevoir d'anticoagulants ou d'héparine, il faudrait probablement installer un filtre rétractable percutané dans la veine cave. Il faut savoir que le fil dans la veine cave doit être réservé à l'embolie pulmonaire avec présence de thrombophlébite qui a une impossibilité d'anticoagulation. Autre question qui est traitée dans les guidelines européens, quand libérer le patient de l'hôpital? Alors, certains patients avec une embolie à bas risque, on a fait troponine, échographie, on a vérifié le risque avec le calculateur de risque de décès et le patient va bien. On peut identifier ces patients-là dès l'urgence, commencer un NOAC et retourner le patient à la maison, à condition que le suivi du patient soit faisable à domicile, que le patient semble compliant, qu'il reste près de l'hôpital. Si toutes ces recommandations sont présentes, le patient peut être traité en externe, mais il faut l'identifier précocement. Parce qu'on sait que ce patient-là, lorsqu'il est hospitalisé pour l'embolie pulmonaire, paradoxalement, l'hospitalisation de ce type de patient-là à bas risque augmente en fait sa mortalité, augmente son risque hémorragique. C'est très difficile pour les médecins dans un hôpital de ne pas être agressif chez les patients et le suivi n'est pas toujours exemplaire. Donc, l'hôpital n'est pas un lieu de traitement pour ce type de patient-là. C'est ce qu'on recommande, c'est ce qui est recommandé dans l'American Society of Hematology dernièrement. Donc, patient à faible risque avec le calcul de risque, pas de dysfonction du ventricule D à l'écho, troponine ou BNP négatif, pas d'autres dysfonctions d'organes, pas de cancer, le patient peut être traité en externe immédiatement. Quand on doit libérer le patient, si le patient est hospitalisé, bien, une des choses qui peut vous aider, le patient va bien, sa saturation est bonne, il a passé à son traitement définitif au NOAC. Vous pouvez faire une échographie cardiaque avant le départ. Si l'échographie ne montre pas de dysfonction ventriculaire droite, on peut vraiment congédier le patient assez rapidement de l'hôpital. Durée des anticoagulants maintenant, on sait que le patient qui a fait une embolie pulmonaire a beaucoup plus de chances de récidiver par embolie qu'un patient de thrombophlébite. Mais ce qui est recommandé maintenant, dans la plupart des situations, c'est un traitement de 3 mois pour les patients à faible risque de récidive d'embolie pulmonaire. Pas 6 mois, pas 1 an, 3 mois, c'est suffisant. Comment on va estimer le risque de récidive de l'embolie pulmonaire? On les identifie en faible risque, en intermédiaire ou élevé. Donc, le patient qui a un faible risque de récidive a moins de 3 % de récidive par année. Le risque intermédiaire a 3 à 8 %, le risque élevé était plus de 8 %. Alors, il y a des facteurs qui vont nous prédire un faible risque. C'est des patients qui ont un facteur de risque transitoire majeur qui est disparu ou qui a des facteurs de risque réversibles. Le risque intermédiaire, le patient qui a fait une embolie avec des facteurs de risque transitoire ou réversibles de faible intensité, le patient qui a des facteurs de risque persistants ou pas de facteurs de risque identifiables, la récidive d'embolie pulmonaire est élevée entre 3 et 8 %. Et d'autres critères, ce sont la présence d'une chirurgie mineure avec anesthésie de 30 minutes, une admission de 3 jours à l'hôpital, présence de contraceptifs oraux lors de l'embolie pulmonaire, un alitement de plus de 3 jours, un traumatisme de la jambe sans fracture et un vol aérien de longue durée. Et pour le risque élevé, vous les avez ici, certains patients ont un risque de plus de 8 % par année, c'est-à-dire les patients avec un cancer actif, le patient qui a déjà fait plusieurs embolies spontanées, le patient qui a un syndrome anticardiolipine ou antiphospholipide a plus que 8 % de risque de récidive par année. Donc, en quelques mots, le patient qui a un risque faible, 3 mois d'anticoagulant, le patient qui a un risque très élevé, une anticoagulation permanente ou tant que la présence du cancer ou du facteur antiphospholipide est présent, on devrait maintenir l'anticoagulation.
Quand on détermine la durée d'un anticoagulant, on doit toujours peser le risque de récidive. On vient de voir un peu comment évaluer le risque de récidive et aussi sous-peser le risque hémorragique. Ce qui augmente le risque hémorragique d'un patient, c'est l'âge, la présence d'un cancer actif, surtout au niveau de la vessie, au niveau de l'intestin, au niveau cérébral, la présence d'anémie ferriprive inexpliquée, un traitement antiplaquettaire, souvent les patients ont de l'aspirine et d'autres antiplaquettaires, la présence d'une insuffisance rénale chronique, une maladie hépatique modérée à sévère, une histoire de saignement et une thrombocytopénie. Ces patients-là ont beaucoup plus de risque de saignement. Donc, à chaque fois que vous déterminez une durée d'anticoagulant, vous devez tenir compte tout le temps du risque hémorragique. Dans certains cas de patients qui ont un risque intermédiaire ou un risque élevé, on peut être amené à cesser les anticoagulants parce que le risque de saignement est trop élevé. Donc, si vous avez 2 facteurs ou plus de facteurs de risque de saignement, ça favorise un traitement plus court de 3 mois plutôt qu'un traitement prolongé à vie. Vous avez dans cette diapo très chargée plusieurs modèles qui nous permettent de quantifier le risque de récidive d'embolie veineuse. Mon but, ce n'est pas d'utiliser tous ces outils. Je vais vous parler du ERDU qui est connu, qui identifie des femmes à faible risque de récidive, chez qui on peut se permettre d'anticoaguler sur une courte période de temps. Donc, la femme qui a fait une phlébite spontanée, mais qui après sa phlébite n'a pas de pigmentation ou d'édème à la jambe, qui a un D-dimère inférieur à 250 sous traitement, la patiente qui a un indice de masse corporelle en bas de 30 ou un âge en bas de 65 ans, si elle n'a aucun facteur, elle est considérée comme, ou un facteur seulement, elle est considérée comme à bas risque et on pourrait probablement, dans certains cas, proposer un traitement pour une phlébite idiopathique de seulement 3 mois. Donc, évidemment, on a fait un survol très, très rapide du traitement. Il y a énormément d'autres questions intéressantes sur la durée du traitement, le choix des traitements, la présence, qu'est-ce qu'on fait dans les syndromes anticardiolipines dans le cancer. Donc, je vous invite, après ce cours ou dans une autre séance d'auto-formation, à aller voir les podcasts ou les balados-diffusion en canadien-français, le mot québécois pour podcast, ça s'appelle balado-diffusion, dans les petites vites de médecine interne que vous pourrez retrouver dans Google. Donc, des balados-diffusion, 4 balados-diffusion d'une quinzaine de minutes. Je vais interviewer à ce moment-là un expert de l'embolie pulmonaire du CHUC de Québec qui va répondre à nos questions les plus pointues. On va aller beaucoup plus loin que dans ce cours qui se valait de base sur l'embolie pulmonaire. Et je vous recommande aussi la lecture des dernières recommandations de l'American Society of Hematology pour l'embolie pulmonaire et la phlébite qui ont été publiées au printemps 2021 et aussi le guide très récent de la Société d'hématologie pour la prévention et le traitement des maladies thromboemboliques chez les patients atteints de cancer. Vous aurez aussi une vidéo plus complet, un peu le style comme on vient de faire maintenant, sur cancer et embolie pulmonaire. Alors, je suis le Dr Claude Garceau. Je sais que vous avez été très attentif, mais que c'est quand même des cours chargés. J'espère que cela va vous aider à mieux traiter vos patients avec embolie pulmonaire. Je vous recommande aussi une autre vidéo qui va faire partie de cette série sur la prise en charge de la thrombophlébite chez nos patients suite aux dernières recommandations, vidéo d'environ une